Salut les amis, bienvenue à la deuxième partie de cette vidéo sur le dépannage de cette carte mère. Rappelez-vous, c'était un défi que j'ai décidé de lancer là à tous ceux-là qui font dans la maintenance ici au Canada. Donc voilà, donc ça c'est la carte mère qu'on avait déjà commencé, rappelez-vous. Donc je vais juste brancher, on va voir le comportement. Donc là, je vais brancher et on voit que c'est le même comportement. Voilà, toujours, on a toujours 69, 67, 68 milliampères. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les amis, généralement, quand il y a ce genre de problème, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi, je vous conseillerais en premier lieu de faire ce qu'on appelle une bonne inspection visuelle. Une bonne inspection visuelle. C'est très important les amis. Donc je vais passer cette carte mère au niveau du microscope et on va voir ensemble ce qui peut peut-être sauter à l'œil nu. Donc même sans arriver au microscope, je peux déjà rapprocher la carte, essayer de parcourir comme ça et voir s'il y a peut-être quelque chose qui saute à l'œil nu, que c'est pas vraiment bon. On le saura rapidement. Donc mais pour avoir plus de précision, c'est quand même mieux de passer ça au microscope, les amis. Donc, je vais donc mettre le microscope et on va travailler. Donc, on va passer ça au microscope et on va voir ensemble s'il y a peut-être quelque chose qui saute à l'œil nu. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose là? Je ne vois pas. Non, c'est juste le papier. Ah, c'est juste un papier là. Ça m'a fait croire que c'était peut-être la moisissure. Non, que non. C'est pas la moisissure. Donc là, on ne voit rien. On va parcourir la carte minutieusement. Voilà, je ne vois rien. La deuxième étape, c'est vraiment l'inspection visuelle et vous devez vraiment prendre ça au sérieux. Donc, il faut vraiment parcourir toutes les zones pour voir. Ne prenez pas à la légère l'inspection visuelle, les amis. Ne prenez pas ça à la légère. Vous allez voir des gens vraiment être pressés là. Parfois, avec une bonne inspection visuelle, vous allez découvrir 30% des pannes. Le composant signal est un peu bizarre là. Je vais juste bien rapprocher pour voir. J'ai vu un composant là qui était un peu bizarre. Ah non, ça va. Je l'ai vu quelque part. Non, ça va. Il n'est pas. J'ai cru qu'il était gonflé là, mais là, c'est bon. Plus de peur que de mal. Vous voyez, ça faisait comme s'il était gonflé, mais c'est pas le cas. Voilà, on a le processeur qui est en bas là. Donc, je tourne la carte, continue de vérifier les composants. Les connecteurs, il faut bien parcourir les connecteurs là.
C'est quelque chose d'avoir un peu comme une saleté. Ça n'a pas l'air très grave. C'est pas ça qui va quand même bloquer la carte. C'est vrai que la moindre tâche peut déranger. Hein. Donc, si vous pouvez enlever là, il faut toujours le faire. La puce Super IO. Là, il y en a deux. Voilà. Tout semble correct, tout semble propre là. Ça, c'est ce que certains techniciens n'aiment pas souvent. C'est-à-dire constater que la carte est propre. Il n'y a pas quelque chose qui saute à l'œil nu. Ça a l'air propre. Alors les amis, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va, on est perdu là, on ne fait plus rien. Non les amis. Donc, ce que nous allons faire, c'est... On va essayer de retrouver le schéma électronique de la carte, parce que je vous ai dit que le schéma électronique peut vous faciliter la tâche. Donc, on va retrouver le schéma électronique de la carte mère. C'est qui pourra nous aider bien évidemment. Donc, allons-y à la recherche du schéma électronique de cette carte. Donc, là, le numéro de la carte est très important. Donc, vous allez voir sur cette carte, mais on a le numéro ici. Voilà, vous avez le numéro de la carte. J'espère que je suis au bon endroit là. Non. Oui, de ce côté, oui. Donc là, nous avons le numéro de la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça va vous montrer ça de manière plus... peut-être pas toujours. Donc, je peux juste avancer comme ça. Donc ici, vous avez le numéro de la carte. Vous voyez là, ici, on a LA A 961P. C'est ça que nous allons taper dans Google. Donc dans Google, nous allons taper LA A900 LA A 961P. Schématique. C'est bon. Donc là, je vais le prendre là dans Vinafix. Je profite pour vous dire que vous avez la possibilité d'obtenir un compte Vinafix en passant par Vini Computer Repair. Une très bonne solution pour vous, donc n'hésitez pas de nous contacter pour ça. Donc là, je vais ouvrir le schéma électronique de la carte. Donc j'ai déjà obtenu la carte, le schéma de la carte. Maintenant, je dois ouvrir ça. Donc, je vais devoir réduire cette fenêtre, ça va plus nous aider. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir le schéma électronique. Donc, je vais devoir prendre une fenêtre, ajouter ça là. Non, c'est pas bon, c'est pas le bon là-bas. C'est pas ce que je voulais ici. Je pense que c'est pas bon. Oui. J'ai plutôt ça que je veux. Et là, je viens là.
Ça me donne parce que je veux. Voilà, je ferme celui-ci. Prends là. Voilà. Ok, voilà, c'est bon. Ok, donc j'ai déjà ce que je veux là, c'est le schéma électronique de la carte. Et c'est grâce à ça que nous allons travailler un peu là. Alors, nous avons le schéma électronique de cette carte mère. Et à quoi ça peut nous servir ce schéma électronique? Donc, c'est un peu ce qu'on va voir ici. Lorsque vous avez le schéma électronique comme ça, généralement, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller déjà tout droit voir la partie alimentation pour voir est-ce que la 19 volts passe déjà là. Donc, on va taper charger là. Charger. Ça va nous diriger tout droit dans cette partie. Bon, il n'y a pas ça là. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder juste le connecteur du cycle de charge ici. Il va m'aider à retrouver la zone en question. Donc, le connecteur du cycle de charge. Donc, il y a généralement une inscription juste à côté. Donc, si on ne va pas bien, on va aller du côté du microscope. Donc, ici, donc regardez là, vous allez voir qu'on a une inscription PJPDC1. Donc, c'est ça que nous allons taper dans le schéma électronique. PJPDC1. Donc, PJPDC1. Et puis, Entrée. Sur. Donc là, ça nous dirige directement dans la zone considérée. Donc, c'est ça ici. Donc là, c'est le connecteur du cycle de charge qu'on a vu là. Et nous devrons avoir nos deux MOSFET. Je vous ai dit que l'alimentation, on devrait avoir deux MOSFET ici à l'alimentation. Donc, dans cette partie alimentation, on devrait avoir deux MOSFET. Donc là, j'ai le PJPDC1. 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 Donc, dans la partie alimentation, j'avais commencé à vous expliquer ça. Donc, on devrait avoir deux MOSFET. Dans d'autres cas, c'est pas toujours deux MOSFET dans tous les cas. Donc ici, nous voyons bien que c'est le plus qui doit nous intéresser. Donc, le plus ici, c'est ça. Vous voyez bien, plus DC in jack. Et on regarde là, on voit que ce sont les pattes 2 et 3. Regardez bien, les pattes 2 et 3. Parce que les pattes 4 et 5, c'est le DC in jack, c'est le moins DC in jack. Donc, c'est la masse. C'est la masse. Et les pattes 2 et 3, c'est le plus. Et on voit bien ici le plus qui monte comme ça. Ça vient là, ça passe par, c'est une bobine. Bon. Et puis après on évolue, on tombe sur le premier MOSFET qui est le PQ4. Le PQ4. Après le premier MOSFET, on va aller où? On va aller au DC-in SS. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut retrouver ces composants là? Et par la suite, le DC-SS, ça va aller où? Donc, je vous ai dit, je peux copier là, ou bien je peux juste descendre. Par exemple, c'est pas loin de là. Soit on peut descendre, on va retrouver d'autres composants là. Donc, quand on descend là, est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Donc, peut-être c'est en haut. Donc, je remonte. Dans tous les cas, ça ne doit pas être bien loin là. Je remonte. Là non plus. Ça va partir où là? Dans tous les cas, si on ne trouve pas, on sera obligé de taper la recherche. J'étais où là? Je suis perdu. Ok, on revient là où on était. DC-in-SS. Et on va retrouver où est-ce que ça va. Donc, je copie ça. À votre avis, est-ce que la 19 va passer ici? J'appuie Entrée, ça monte là. Et puis ça arrive ici.
Et le DC-SS là va encore se transformer. Ça va passer par le PQ700. Ça va devenir le plus SDC-in. Et là, ça va tomber sur une résistance qui doit être la résistance de charge. Et là, on aura la 19 volts. Donc, il nous faut retrouver vraiment cette résistance de charge. Donc, c'est le premier point de test. Et qui manipule les MOSFET ici? Ce deuxième MOSFET qui le manipule. On voit qu'on a DC bloc GC. Je ne sais pas si c'est cette puce qui envoie ce signal. On verra. Donc, j'ai ce signal-ci. Donc, c'est pas toujours comme ça, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut procéder. Je vous donne juste des manières générales, juste pour vous enseigner. C'est pas normalement comme ça qu'il faut fonctionner. Je vous donne des manières générales là, et vous profitez peut-être pour avoir quelques notions. Voilà. Donc là, on a le DC bloc GC. Et là, c'est la tension qui produit ce signal là. On voit que c'est une puce, la PU800. La PU800 est où? À quel niveau? La PU800 est à quel niveau? Donc c'est ça ici, c'est ce qu'on voit ici, c'est à la page 10. Donc c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Donc c'est le sélecteur qui active le deuxième MOSFET. Bon, on ne sait pas pour le premier MOSFET. Qui active le premier MOSFET? Bon, je monte juste là, en espérant trouver ça rapidement. Sinon, ok, on est tombé là-dessus. Qui active le premier MOSFET? Donc, j'essaie de voir là. Qui active le premier MOSFET? Là. Encore ça. Donc, ce signal vient également activer le premier MOSFET. Donc, on peut dire que c'est la puce de charge qui s'occupe du premier et du deuxième MOSFET. En fait, pas la sélecteur. Celle qui active le premier et le deuxième MOSFET, les amis. Donc, dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les cas pareils, on retrouve la PR700. Et si on a un souci là-bas, on va revenir après. Avant cela, je fais une petite parenthèse. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer certaines choses. Alors là, je dois vous expliquer certaines choses, les amis, avant qu'on évolue. Alors, je vous ai parlé de la partie alimentation l'autre jour, donc je vais un peu poursuivre avec ça. C'est juste quelques notions, là. Vite fait, là. Donc, dans la partie alimentation, nous avons dans le circuit de charge, comme je vous ai dit là, c'est donc comme ça. Et nous avons le plus et le moins. Le plus et le moins. Et le moins. Et ce qui doit nous intéresser là pour le moment, c'est le plus. C'est le plus. Donc, on va regarder là. C'est vrai que je vous ai dit que les autres comptent également. Donc là, généralement, on a donc un MOSFET. Donc, bien sûr, on a vu une bobine là-bas. On aura un deuxième MOSFET. Et là, on aura la résistance de charge. On a vu ici que ce n'est pas la puce de charge qui s'occupe de faire passer la tension 19 volts. Parce que je vous ai dit ici, à l'entrée, on devrait avoir 19 volts. Et là, on a le MOSFET numéro 1, le MOSFET numéro 2. Et là, on a la résistance de charge. Donc, à partir de là, la tension va aller partout sur la carte mère. Donc, ça va aller partout sur la carte mère. Maintenant, la question à se poser, c'est qui manipule ces MOSFET? On l'a vu tout à l'heure. On a vu que ce qui manipule ces MOSFET-ci, c'est la sélecteur. Ou la sélecteur, ou le sélecteur, si vous voulez. Donc, ça qui manipule ces deux MOSFET. Donc, ce n'est pas la puce de charge. C'est sélecteur. PU8. PU800. PU800. Ça, c'est sélecteur. Sélecteur. Donc, c'est cette puce qui manipule ces deux MOSFET. Et nous voulons savoir, est-ce que nous avons déjà, premièrement,
ici, à ce niveau, c'est 19 volts. Donc, le premier point de test ici, le test numéro 1, le point de test numéro 1, ce serait vraiment la résistance de charge. Donc, ça, c'est le 1. C'est le 1. 1, il faut qu'il y ait 19 volts ici. Donc, ça doit être notre premier point de test. Est-ce qu'on a 19 volts? Et ici, pour notre cas, si c'est ça qui est la ligne principale d'alimentation, ici. Puisque vous voyez, on a dépassé les 2 MOSFET, on est arrivé là. Ça veut dire que c'est ça, la ligne principale d'alimentation. Donc, on va juste quitter là et avancer. Les amis, moi, je suis très occupé. Donc, quand j'ai un peu de temps, je fais une petite partie comme ça et je vous montre. Après, je passe dessus. Donc, les autres machines, je dépanne au fur et à mesure. Donc, ça, c'est juste quelque chose que je prends pour faire des petits cours avec vous. C'est pas pour dépanner là et vous montrer que voilà, tout ça, non. Donc, il nous faut voir la résistance de charge. Alors, la résistance de charge se trouve à quel niveau? Dans notre cas ici, on a vu que c'était quelle résistance? La résistance de charge, c'était quoi? On avait retrouvé ça quand on était sur le DC-in. DC-in. Oui, dans la résistance de charge, c'est PR701. Donc, ça ne peut pas être trop éloigné de PR701. On va aller à la recherche de cette résistance, les amis, de cette résistance. Alors, on y va. Où est cette résistance-là? Donc là, nous avons le circuit de charge. Ici. Nos deux premiers MOSFET, ils sont à quel niveau? C'est ce qu'on peut chercher. Là, je ne vois pas trop les MOSFET ici, là. Peut-être que c'est derrière la 4. Donc, je tourne juste la 4 là. On est ici. Juste là derrière. Est-ce qu'on voit des MOSFET? Vous voyez des MOSFET là? Je n'en vois pas. Alors, c'est situé à quel niveau? Nos MOSFET en question. Je vous ai dit que jamais quand c'est comme ça, vous pouvez aller chercher du côté de du connecteur de la batterie pour voir, peut-être que c'est là-bas. Donc là, nous allons voir du connecteur de la batterie, c'est là. Et là, je n'aperçois pas vraiment deux MOSFET. Et quand c'est comme ça, parfois, vous pouvez aller également du côté entre ces deux, c'est-à-dire entre le cycle de charge et l'autre. Bon, l'une des méthodes faciles pour s'en sortir, c'est d'utiliser le board view, si vous en avez. Donc, je vais un peu rapprocher au niveau de la caméra et voir si on a quelque chose là-bas. Donc, je prends ça au niveau de la caméra et on essaye de voir. Donc là, c'est le connecteur ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Donc là, nous avons le connecteur à ce niveau-ci. Et le plus, c'est le fil rouge là. Vous voyez, le fil rouge, c'est le plus. Là, c'est le fil noir, c'est le moins. Donc, le plus, ça doit être peut-être les deux pattes là. Ces deux pattes, ça doit être la patte 2 et 3. On a même déjà vu ça. Le 3 et 4, ça doit être le moins. Donc, 2 et 3, c'est le plus. Et il faut qu'on voie où est-ce que ça va. Est-ce qu'on a des MOSFET quelque part là? Notre résistance, on se rappelle, c'était la PR701. Je me rappelle encore bien. On tourne juste la 4, juste derrière pour voir est-ce qu'on a peut-être quelque chose comme ça. Rien du tout là pour le moment. Est-ce qu'on a une zone avec des MOSFET là? Je vois quand même une zone ici avec des MOSFET. Donc, je vais essayer de voir les zones qui ont peut-être quelques MOSFET là. Ça peut nous aider. Là, non. Quand on voit la carte à vue d'œil, parce que généralement les deux MOSFET sont généralement côte à côte là. On va essayer de voir si on peut trouver. Ah, je vois un endroit ici. Ah, mais généralement quand vous voyez la bobine derrière, c'est pas souvent bien là. Attendez, je vous explique, je vais vous montrer un peu ça.
Donc j'ai vu deux MOSFET quelque part ici. Dans cette zone-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Vous voyez deux MOSFET là. Les deux MOSFET-ci. Donc moi quand je l'ai vu là, je les ai vus, je me suis dit, ah peut-être que ça peut être eux. Mais je ne vois pas une bobine juste à côté là. Mais je tourne la carte, je vois qu'il y a une bobine. Quand je tourne là, regardez, il y a une bobine là. Et c'est même près de la rame, donc peut-être c'est la bobine de la rame. Donc là, du coup, je ne peux plus considérer ça comme les premiers MOSFET parce que les deux premiers MOSFET ne peuvent pas être du côté où il y a la... Ils ne peuvent pas être juste associés à une bobine. Non, les MOSFET qui sont associés aux bobines sont les MOSFET qui permettent de produire la tension sur cette bobine. Donc ça ne peut pas être nos deux premiers MOSFET là-bas. Donc il faut rechercher un autre endroit. Donc quelque part ici, je vois... J'ai vu des MOSFET quelque part là. Là, j'ai vu des MOSFET ici. Mais encore, il y a une bobine à côté. Donc là, du coup, ça ne peut plus être ça. S'il y a une bobine là, derrière, il doit y avoir peut-être des MOSFET. Vous voyez là, j'ai des MOSFET. Donc ça ne peut pas être eux. Est-ce que j'ai plus de MOSFET? Non, ça ne peut pas être eux. Bon, c'est ça. Donc, on va chercher ces MOSFET. Donc, je regarde ici, je vois deux MOSFET. Regardez. Deux MOSFET qui se suivent là. Mais malheureusement, il y a une bobine à côté. Vous voyez? Ce système, vous le verrez un peu partout sur la carte mère. C'est-à-dire deux MOSFET, une bobine, deux MOSFET, une bobine. Et généralement une puce aussi qui va manipuler ces MOSFET là. Donc dans la réalité, c'est pas comme ça que vous allez faire. C'est-à-dire si vous avez vraiment une carte. Parce que si vous faites de cette manière, vous voyez que ça vous fait perdre du temps. Mais ça, c'est si vous êtes en train de juste vous entraîner pour chercher les composants. Donc, la méthode simple, si vous avez le board view, si vous voulez gagner en temps, vous utilisez votre board view et là, vous retrouvez rapidement les composants en question. Et si vous n'avez pas de board view, est-ce que vous pouvez retrouver ces composants? La réponse c'est oui. C'est oui. Donc, on va essayer de voir comment les retrouver sans le board view. Alors, la technique qu'on peut utiliser ici, c'est quoi? Donc, si nous sommes passés par la technique de rapprochement, ça n'a pas marché. C'est-à-dire là, j'ai essayé de voir les composants qui étaient peut-être près du circuit de charge. Vous voyez là. Je n'ai pas directement vu les MOSFET qui étaient près du circuit de charge. Alors, et j'ai regardé du côté de la batterie. Je n'ai pas vu ça non plus. Est-ce que ça sera caché ici? Non, ça peut pas, c'est pas possible. Sauf s'ils sont vraiment, je ne sais pas comment on peut dire. J'ai donc regardé là et entre tout ça, je n'ai pas vraiment trouvé de MOSFET. Attention, je vois deux MOSFET ici. Hey, regardez, regarde ceci. Regardez les deux MOSFET ici. Ils sont là avec qui? Ceci, quand on tourne là, on ne voit pas de bobine derrière. Donc peut-être que ce sont nos MOSFET. Ah. Peut-être que ce sont nos MOSFET qu'on cherche. On essaye de voir. Et essayons de voir le numéro là. C'est quel numéro là-bas? L'autre c'est PU 300. Non, c'est UC3 et UC2. Est-ce que ça peut être? Non. Je pense pas avoir vu UC3 et UC2 là. Non, je pense pas. Moi, je regarde pas. Je regarde où là? C'est même où là? C'est ici plutôt. C'est PQ 810, PQ 815. Donc ceci. Les deux, je ne sais pas si vous voyez. PQ 810, PQ 815. Et si on le voit, est-ce que dans le schéma, qu'est-ce qu'on avait comme numéro dans le schéma là? 810 et 815. Oh là là, c'est pas ça.
Regardez. Ici, c'est PQ 700. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas nos MOSFET, les amis. Sinon, on devait avoir PQ 700. Donc, on n'est pas encore arrivé au bout. On n'a pas encore trouvé nos deux MOSFET. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est utiliser le multimètre. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Avec le multimètre, on va passer en mode diode. En mode diode. Dans le mode diode. Moi, j'aime le mode diode. Bon, c'est vrai qu'au début, comme ça, comme on ne connaît pas où c'est, moi, je vais utiliser le mode bip d'abord. Le mode bip, ça doit siffler. Ça siffle, donc là. Quand vous voyez là, vous voyez le symbole du Wi-Fi. Un peu comme le symbole du Wi-Fi, regardez. C'est comme le symbole du Wi-Fi. Ça, c'est le mode bip. Là, ici, vous avez le mode diode et en même temps, on peut mettre le mode continuité ici. Et vous voyez les mêmes deux symboles ici. Donc, quand je mets là, je peux donc rapidement choisir qui je veux. Donc là, j'ai mis le mode continuité. Et quand c'est en mode continuité, quand je touche les deux là, ça doit biper. Là, ça ne bip pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Mon multimètre a perdu la tête. Ok. Ouais, là, ça bip. C'est bon. Alors, là, ça veut dire qu'il y a une continuité. Donc, je vais mettre l'une des sondes sur les pattes. Parce que, rappelez-vous, les pattes 2 et 3, je crois que c'est ça qui était le plus. On va se rassurer quand même. Et les pattes 3 et 4, c'était ça la masse. Donc, on se rassure quand même déjà que les pattes 3 et 4, c'est la masse. Donc, ça devrait être la masse. Ça devrait biper à la masse. Ouais, là, ça bip à la masse, c'est correct. Et celui qui est à côté aussi devrait biper à la masse. C'est correct. Donc, les deux autres là, c'est le plus. C'est le plus ici. Ça ne devrait pas biper à la masse. Donc, on va mettre l'une des sons sur le plus. Sur le plus. Et l'autre, on va aller chercher nos MOSFET qui sont cachés, on ne sait pas où. On va aller chercher sur la carte. Donc, je vais mettre l'une des sondes là. Et je vais me balader pour voir si elle tombe sur mes MOSFET. Hey! Oh! Regardez! Mais ça tombe vite, hein? Regardez! Vous voyez? C'est-à-dire, ça c'est vraiment un coup de chance, hein, parce que souvent, c'est pas rapide comme ça, là. Là. C'est un coup de chance. Et je vais vous dire, il y a aussi des techniciens qui prennent parfois la carte et ils prennent les condensateurs. Ils se disent vraiment, donc ils ne veulent pas, ils n'ont pas le power supply. Vous savez que le power supply aide à pouvoir vraiment détecter rapidement quel composant qui ne tient pas sur la carte. Mais vous allez voir certains techniciens qui vont souvent prendre le multimètre et aller dans toutes les zones où il y a les condensateurs pour voir le condensateur qui est en court-circuit et voir comment le retirer. Et puis la machine devrait fonctionner sans l'ayant retiré. Maintenant, il y a beaucoup de condensateurs qui sont reliés à la ligne de 19 volts. Donc, il y a certains techniciens qui, lorsqu'ils n'ont pas encore le power supply, ils enlèvent condensateur par condensateur jusqu'à voir vraiment celui qui ne tient pas. C'est vrai qu'à une bonne inspection visuelle, vous pouvez directement apercevoir celui qui n'est pas en bon état. Mais jusque-là, parfois, dans certains cas, ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le multimètre pour voir. Et dans le fond, tout va biper. Mais vous allez devoir retirer l'un après l'autre. Quand vous retirez un, vous le testez avec le multimètre pour voir est-ce qu'il est en continuité à l'extérieur. Donc, il y a des techniciens qui ont essayé ça comme ça, par peu de chance. Le premier qu'ils ont retiré c'était vraiment celui qui était coupable. Donc, je ne sais pas si c'est comment est-ce que ça, c'est vraiment la grâce de Dieu pour cette personne. Mais vraiment, en réalité, ce n'est pas vraiment une méthode que je pourrais vraiment vous conseiller d'utiliser. Ben, ça va vous fatiguer, vraiment. Franchement, ça va vous fatiguer. Donc, les amis, on va un peu évoluer. Donc, ça, on est tombé là. Là. Ouais, si je mets en mode diode, En mode diode, on devrait avoir 0,0 quand on touche. Ah non, c'est pas le mode diode. Là, j'appuie là. Eh, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne veux pas? Eh, qu'est-ce que ça me fait là? Ah, ok, ça va. J'avais mis hold. Donc, ça devait caler juste sur cette fonction. Donc là, en mode diode, quand vous touchez là,
ça met 0, 0. Donc je mets là et je touche ce MOSFET là. Regardez, 0, 0. Ça veut donc dire qu'on a notre premier MOSFET. Ça, c'est déjà bien. Première victoire déjà là. On a trouvé le premier MOSFET. Ce qui est intéressant. Mais vous voyez, curieusement, ce MOSFET là est à côté. Vous voyez. Il est quand même à côté d'une bobine. Hein, regardez. PQ700. Regardez PQ700. Regardez PQ700 à côté. PQ700. Donc c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Mais qu'est-ce que cette bobine fait ici? Ah, ok, le MOSFET qui est ici à côté, ça peut être peut-être un double MOSFET. Et c'est lui qui travaille avec ça. Mais ils sont venus mettre les deux premiers MOSFET là. Regardez les amis, est-ce que c'est sérieux ça? Ah, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parce que là, ça prête à confusion. Regardez comment ça nous a un peu plus du temps, rien que pour ça. Ça prête à confusion. Donc regardez où ils mettent les deux premiers MOSFET. Regardez vous-même. Franchement. Le circuit, regardez le circuit de charge à quel niveau? Oh, mon circuit de charge là. Regardez. Regardez le circuit de charge vous-même. Et regardez là où on peut mettre le premier MOSFET. Regardez. Mais est-ce que c'est normal ça? Il n'y avait pas d'espace ici. Regardez. On pouvait mettre ça ici. Regardez, mais regardez la batterie, le circuit de la batterie. Donc tous les deux, regardez les deux. Voilà les deux sources d'alimentation. Regardez là où il peut mettre les deux premiers MOSFET. Là-bas. Vous voyez comment c'est? C'est pas sérieux. Et vraiment, c'est pas bien là. Et là même, c'est pas loin d'une source de chaleur. Si ça peut-être chauffe trop là, la chaleur peut se répandre vers ici. C'est dangereux ça. Donc, nos deux MOSFET sont là. Et on va essayer de regarder notre résistant de charge. Où est-ce que notre résistant de charge se trouve? Donc là, j'ai déjà trouvé le premier MOSFET. C'est intéressant. Donc là, je mets en mode bip. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Premier MOSFET. Alors, on va chercher le deuxième MOSFET. Donc, à la sortie de ce MOSFET, on va aller à la sortie. Donc, peut-être je vais mettre ça un peu au microscope là, pour que vous puissiez mieux voir, peut-être. Pour voir aussi ce que je fais là. À la sortie. À la sortie. Donc, je suis là, à la sortie. Donc, ici, je suis à quel niveau? Ok, là. Donc, voilà notre premier MOSFET. C'est lui ici, le PQ700. Maintenant, à la sortie du MOSFET, je peux mettre là, comme ça. Et je cherche à voir le deuxième MOSFET. Donc là, ça bip, c'est ça ici. Voilà, ça bip pas, hein. Ça bip pas ici. Peut-être de l'autre côté. Ah oui, ça bip. Vous avez vu? Donc là, c'est le deuxième MOSFET. Donc ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième MOSFET. Et la résistance de charge. Donc le courant entre comme ça. Ça sort là. Ça rentre encore là. Et ça ressort ici. Et je vois une résistance ici à côté. PR701. C'était ça. Je crois bien, oui, c'était ça. Regardons. Vous voyez? Ça, c'est la résistance de charge. Hein, les amis? Vous vous rappelez? Je vous ai montré ça tout à l'heure. Je vous ai montré la résistance de charge tout à l'heure. Donc, je vous montre encore ça là. Je vous ai montré la résistance de charge tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai dit, voilà. Voilà la résistance de charge. Et c'est notre premier point de test. Donc, le point numéro 1, c'est vraiment cet endroit-ci. C'est là qu'il faut vérifier. Est-ce qu'il y a 19 volts ici? S'il n'y a pas 19 volts là, ça veut dire qu'il y a un souci. Déjà dans la partie alimentation. Mais pas toujours. Parce que un court-circuit dans la partie alimentation
peut empêcher la 19 volts de passer. Mais c'est pas toujours, quand il dit pas toujours, ça veut dire que c'est pas toujours la partie alimentation qui peut avoir causé ce problème. Ça peut être un composant qui est situé de l'autre côté, qui ne fait même pas partie de l'alimentation de cette carte. Mais il est sur le chemin de la sortie de cette tension. Donc, du coup, il crée le problème dans la zone alimentation. On peut croire que le problème vient de là, mais c'est ailleurs. La preuve, c'est que lorsque vous retirez la résistance de charge, vous voyez 19 volts apparaître ici à l'entrée. Si 19 volts apparaît à l'entrée, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'alimentation à 19 volts sur cette carte. Par contre, il y a un souci, il y a un composant en court-circuit sur la ligne de 19 volts. C'est deux choses différentes. Donc, faites attention. Donc, notre résistance de charge, il faut donc qu'on teste pour voir est-ce qu'on a du 19 volts là-bas. Donc, allons-y les amis, allons-y. C'est vraiment beaucoup pédagogique ce que je fais là. Donc, c'est vraiment pédagogique. Quand je fais mes dépannages, je ne procède pas de cette façon. Donc, je vais aller voir ma résistance de charge. On l'avait déjà trouvé quelque part là. Donc, peut-être qu'il faut que je mette ça au microscope pour que vous voyez. On reste sur la résistance de charge. Oui, c'est elle là. Donc là, voilà. Donc, regardez au microscope qui est juste en bas là. Donc, ça, la résistance de charge ici. Donc, c'est ça que je vais juste tester. Là, je mets l'une des sondes sur la masse et l'autre sonde sur le plus là. Vous pouvez le voir. Donc là, ce n'est pas tous les trous qui sont reliés à la masse. Il faut que je me rassure si c'est la masse vraiment. Je mets en continuité. Et voici, ça me met du 0,0. Là, 0,0, c'est bon. Ça veut dire que le trou là est bien relié à la masse. Donc, je mets l'une des sondes là. Et les amis, regardez. Non, en réalité, je ne voulais pas. Je mets sur la résistance de charge, mais regarde ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Moi, je voulais passer en mode. Je voulais passer en mode continuité, en mode courant continu, juste pour trouver le. Pour mesurer la tension. Mais j'ai juste mis en mode diode. Et au niveau de la résistance de charge, regardez ce que j'ai. 0,0. C'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Je vais vous expliquer. C'est pas bon. Quand c'est du 0,0 là, c'est pas bon du tout. C'est terrible ça. Bon. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais ramener ça en mode diode. Bon, d'office, on peut même déjà voir. Hein, c'est que si on n'aura pas du 19 volts là-bas, avec du 0,0, c'est impossible. Ça, c'est la preuve qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts, sur la sortie de 19 volts. Donc, je reviens un peu vous expliquer quelque chose là. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Ah les amis, je sais que vous m'attendez sur la solution rapidement. La solution, vous voulez la solution. Et si la solution, je ne vous la donne pas gratuitement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez me taper? Hein? Vous allez me taper? Non, franchement là. Non, nous on a une autre stratégie pour avancer. Donc les amis, c'est un peu comme ça. Chacun a sa façon de faire. Donc, je crois qu'il y a déjà quand même beaucoup d'informations que vous êtes en train de gagner. Ce serait aussi bien d'être reconnaissant et de dire, bon, il m'a quand même donné certaines choses. J'ai appris des choses chez lui. Pour le motiver, je prends une de ses formations. Surtout que ce n'est pas cher. Nous avons des promotions qui sont à 99 000 francs CFA. La promotion 25 qui débute bientôt est à 99 000 francs CFA. Vous voyez, donc vous pouvez profiter déjà, prendre cette promotion-là pour approfondir ce domaine. C'est passionnant les amis, c'est passionnant de voir, voilà la panne, et vous parvenez à découvrir qu'est-ce qui ne tient pas dessus, et vous parvenez à réparer, dépanner. C'est passionnant les amis. Donc c'est un peu comme ça. Donc, il ne faut pas mal le prendre. Il y a beaucoup de choses que je fais là pédagogiquement pour vous. Et puis, vous allez gagner des choses. Mais en retour également, vous devez me motiver. Je ne fais pas ce travail gratuitement. Ça vous aide. Il y a des gens qui prennent juste les notions que je donne là. Ils se battent à commencer à dépanner
Après un certain moment, quand ils se rendent compte qu'ils ont quand même déjà eu un peu d'argent grâce à mes vidéos, alors ils s'engagent à payer la formation. Mais vous pouvez directement le faire. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller là parce que c'est aussi un grand risque. Vous pouvez vous engager à faire ça. Vous ne le faites peut-être pas comme il faut et vous gâtez la machine du client. Ça peut être dangereux pour vous. Donc, moi, je vous dis déjà, faites attention. Faites très attention, les amis. Donc, voilà, les amis. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs possibilités. Donc, si ici, je vous ai dit le point numéro 1 qu'il faut tester, c'est la 19 volts. Mais il peut arriver vraiment, il y a plusieurs possibilités. Soit, quand vous allez tester ici avec le multimètre, vous n'aurez pas de tension. Donc, il y a trois possibilités. Donc, deux possibilités. Pardon, qu'est-ce que je dis? Donc, deux possibilités. Quand vous allez prendre comme ça votre sonde et mettre l'une des sondes sur la masse et l'autre ici, vous allez voir la valeur que vous aurez ici au multimètre. Ça peut vous donner 19 volts. Comme ça peut ne pas vous donner 19 volts. Donc, parfois, la valeur peut être inférieure à 19 volts. Quand il est inférieur, il y a des valeurs de seuil qu'on peut tolérer. Ça peut être 18, quelque chose, ça peut être toléré. Il y a des valeurs qu'on ne peut pas. Si c'est déjà quelque chose comme 16, ce n'est pas bon. Vous voyez que 18, 16, il y a quand même un écart dedans de 2 volts là, c'est beaucoup. Et c'est 3 volts même, c'est beaucoup. Ça ne peut pas marcher. Avec ça, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous avez un problème dans la zone alimentation et vous devez chercher qui est le coupable. Donc, on a trois possibilités ici. Trois possibilités. Ici, au niveau de ces 19 volts là. Soit, vous aurez une valeur qui est inférieure. Inférieure à 19 volts. C'est-à-dire, quand il dit inférieur à 19 volts, il y a un seuil. C'est-à-dire, ça peut être même inférieur. Je prends un exemple, 16 volts. Si c'est 19 volts qui est attendu, tu as 16 volts. Il y a un problème. Ne réfléchissez pas un seul instant. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Soit vous aurez un court-circuit. Un court-circuit, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Un court-circuit. Là, vous avez un court-circuit. C'est-à-dire, on a la masse à ce niveau-là. On a la masse. Donc, c'est la deuxième possibilité. On a la masse ici. Et c'est ce qu'on a vu dans ce cas-ci. Il y a la masse. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Troisième cas de figure. Vous pouvez ne même pas avoir de tension, donc 0 volts. Vous avez 0 volts. C'est vrai que vous allez me dire c'est juste inférieur à 16, mais quand je dis inférieur à 19 volts, je parle que ça donne, je prends le cas où ça donne quand même une valeur. Ça donne quand ça donne une valeur qui est comprise, qui est quand même là, mais c'est-à-dire qui n'atteint pas 19 volts, mais qui n'atteint même pas le seuil qu'on attend, c'est un cas spécifique. C'est un cas spécifique. Quand c'est en court-circuit, c'est encore un cas spécifique. Et quand on a 0 volts, c'est un autre cas encore. Donc, il y a plusieurs cas que vous allez rencontrer. Mais sinon, on va les 3 cas. C'est les 3 cas dont je pensais à 2 là. Mais en réalité, c'est 3 cas. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, dans l'un ou l'un, en fait, les deux, si le problème vient déjà de manière sûre de la partie alimentation. C'est-à-dire la partie qui est censée produire la 19 volts. Le problème vient de là à 100%. Là, il n'y a rien à réfléchir. Par contre, pour le court-circuit, le problème ne vient pas forcément de là. Donc ça, c'est un cas particulier. Ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir de la zone, de cette zone-ci. Ça. De cette partie qui devrait produire la tension. Donc le problème peut venir de là, quand c'est le court-circuit. Ça peut venir de là. Si justement ce MOSFET est en court-circuit, il est détruit, et qu'il y a un composant ici en court-circuit, vous voyez qu'on va, le court-circuit va venir loin jusqu'ici. Parce que ce MOSFET est déjà gâté et il est en continuité. Et il y a un composant ici qui est relié à la masse, qui est déjà relié à la masse. Donc la masse va venir comme ça, et venir ici. Voilà pourquoi je vous dis que le court-circuit peut être là. Pourtant, c'est le problème, ça vient d'ici et ça a même détruit ce MOSFET. Ça peut arriver. Voilà les amis. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Dans le court-circuit, on a deux possibilités. Sinon, dans la plupart des cas que vous allez rencontrer, lorsque vous aurez un court-circuit ici au niveau de la résistance de charge, sachez que le problème vient d'après. C'est-à-dire c'est un composant qui est après. La preuve, c'est que si vous retirez la résistance, vous allez voir que vous avez 19 volts à l'entrée. C'est ça, les amis. Donc, voilà. Donc, voilà les trois possibilités.
Les amis, j'ai d'autres choses à faire. Hein, donc, je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que les vidéos à faire. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, la promo 25 se prépare déjà. Dans nos formations payantes, nous ne perdons pas trop de temps. Avec les stagiaires, nous allons directement tout droit au but. Donc ici, il y a des choses qu'on va aller doucement et tout. C'est juste une séance de démonstration, si vous voulez, pédagogique, pour vous donner quelques idées déjà, quelques pistes. C'est ça. Si les gens ne vous disent pas, moi je vous le dis. Il y a des gens certains youtubeurs qui font aussi dans la réparation. Parfois, ils font comme s'ils sont là pour vous aider. Juste, ils ne sont pas là pour vous aider. Personne n'est là pour vous aider. Les gens sont en train de travailler pour gagner de leur pain. Ils sont en train de valoriser leurs compétences pour avoir de l'argent. Et c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai payé pour être formé. Je ne suis pas... Les connaissances ne sont pas entrées directement comme ça, seul. Donc non, j'ai payé pour être formé. Et maintenant, je cherche de l'argent également avec... C'est comme ça la vie, les amis. Vous ne pouvez pas dire que vous ne s'aimez pas, vous voulez récolter. Donc, ceux qui aiment ça, la facilité, qui voudraient vraiment être des grands techniciens, mais sans se former. Et ils veulent être juste en train d'être là dans les petits endroits, les petits sites, les vidéos pour voir est-ce que je peux capter quelque chose. Et avec ça, ils se débrouillent. Si vous continuez de faire cette chose-là de cette façon, vous risquez plutôt la prison, les amis. Moi, je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas vous mentir. Vous risquez la prison et vous risquez d'abandonner même finalement le domaine. Parce que ce n'est pas un domaine où on fait ces genres d'amateurisme, donc de hasard. Ce n'est pas le hasard ici. Tout est précis. Donc, les amis, vraiment, il faut comprendre ça. Franchement, il ne faut pas rester en arrière. La mère qui est au village là-bas, quand elle veut avoir du maïs, elle n'a pas au marché, elle achète le maïs, c'est à ceux qui vendent, et elle vient, elle sème, elle cultive, elle paye l'engrais, elle met beaucoup de choses là, et après le maïs sort. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par nos formations, en ligne ou en présentiel, pour ceux qui sont déjà au Canada, et qui sont dans les villes de Gatineau ou d'Ottawa, vous avez la possibilité pour vous de vous former en présentiel à Avenir Computer Repair. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Pour tous ceux-là qui sont au Canada, sachez que c'est ça. Vous avez la possibilité de vous former en présentiel. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité, qui sont à distance, vous le savez, nous vous formons toujours en ligne. Et nous connaissons plusieurs qui s'en sortent toujours très bien avec cette formation. Vous voyez que là, ce sont des principes. Ce sont des principes. On n'a pas besoin forcément d'être en présentiel. C'est juste qu'en présentiel, il y a d'autres choses que vous allez peut-être bénéficier, que peut-être celui qui est en ligne n'aura pas. C'est tout. Donc, pour ceux qui sont tous aux alentours là, vous allez juste me contacter et nous allons voir comment organiser des séances avec vous. Parce que nous travaillons généralement en vague. Donc, vous allez prendre rendez-vous et puis on aura un entretien avec vous et vous dire comment ça va se passer, la formation en présentiel, les amis. Donc, c'est ça. Pour ceux également qui ont des entreprises qui font dans la vente des ordinateurs, vous avez besoin d'un maintenancier sûr, alors contactez Avenir Computer Repair. Nous allons voir comment vous offrir nos services. On va vous dire ce qu'il faut faire, combien vous devez payer. Vous allez expédier vos ordinateurs ou si vous le souhaitez, peut-être on peut arriver sur place avec rendez-vous et travailler rapidement sur vos ordinateurs, gérer rapidement vos ordinateurs qui ont des soucis et vous permettre de pouvoir maximiser vos gains dans la vente de vos ordinateurs. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs parfois qui reçoivent les ordinateurs, quand ça y a un problème, ils renvoient là-bas. Non, les amis, on répare, on dépend de l'ordinateur et ça dure. Nos ordinateurs que nous vendons à Avenir Computer Repair sont reconditionnés, remis à neuf et ça fonctionne à merveille. Et ça fonctionne à merveille et ça dure même encore plus longtemps que la machine même d'origine. Ça met encore plus long. Nous avons vraiment des ordinateurs en grosse quantité, les amis. On a ça en grosse quantité. Donc, commandez votre part, commandez pour vous. Donc, il y a des gens qui ont commencé à nous contacter là. Nous avons vraiment des tonnes d'ordinateurs reconditionnés. On les a remis à neuf et testés correctement. Vous savez, Avenir Computer Repair n'est pas là pour blaguer. Donc, les ordinateurs sont en bloc et en lot, les amis. Donc,
Croyez-moi, j'ai pas besoin de trop insister là-dessus. Donc, vous devez commander pour vous et ils sont en bon état. Et s'il y a un parmi ces ordinateurs qui n'est pas du tout bon comme vous le voulez, vous nous renvoyez la machine et on va vous expédier une autre. C'est simple les amis, donc c'est de manière sûre. Vous n'allez pas risquer votre argent pour rien. C'est de manière sûre. S'il y a un souci, renvoyez-nous tout simplement. On va vous envoyer l'ordinateur qui vous correspond comme vous le voulez. Nous expédions des ordinateurs partout dans le Canada. Vous êtes à Gatineau, vous êtes à Ottawa, vous êtes au Manitoba, vous êtes au Nouveau-Brunswick, dans tous les endroits. On vous expédie l'ordinateur, y compris ceux qui sont à l'international. Donc, ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, en France, dans beaucoup de pays dans le monde entier. Contactez-nous tout simplement et nous allons vous donner la liste. Vous allez voir, sélectionner les ordinateurs que vous voulez et nous allons vous fournir cela directement. Sachez que Avenir Computer Repair ne se charge pas de l'expédition. Nous vous le disons déjà. Les prix sont vraiment très bas. Vous allez vous occuper de l'expédition. C'est vous qui allez vous en charger de cela. Nous vous envoyons la marchandise juste à l'adresse. Tout ce que vous allez nous donner comme coordonnées, on va vous expédier ça là-bas. C'est vous qui payez les frais d'expédition. Et votre marchandise va arriver. Vous allez récupérer et vous allez faire votre commerce sans souci. Vous allez faire votre commerce sans souci, les amis. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça, les amis. Et Avenir Computer Repair également vous offre des packs. Des packs, ça veut dire pour ceux qui choisissent de payer nos formations en ligne, vous avez une réduction sur le prix des ordinateurs. Une réduction de 15%. Vous voyez, c'est un avantage, c'est pas merveilleux. Donc, avec cet ordinateur, ça va vous permettre de faire la pratique, de travailler. Vous voyez, on a besoin de l'ordinateur pour travailler, pour diagnostiquer. Je dois télécharger le schéma, c'est sur l'ordinateur. Parfois, vous aurez même peut-être besoin de suivre la formation en ligne. Peut-être que vous allez devoir utiliser l'ordinateur. Donc, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Acheter un ordinateur moins cher et avoir votre formation également. N'est-ce pas merveilleux? Et pour ceux qui achètent l'ordinateur, ils sont des particuliers, vous avez le service après-vente. Donc, on a un suivi pour toutes nos machines. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, même si après un an, il y a un souci, vous revenez à la machine, on va voir comment dépanner ça à moindre coût. Donc, si la période de garantie est déjà passée, on va dépanner à moindre coût. C'est simple, les amis. Donc, voilà, les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo-ci. J'ai d'autres choses à fouetter, comme je vous l'ai dit. Je vais m'arrêter là. Je vais poursuivre cette carte-là après. Moi, entre-temps, j'évolue avec les autres machines parce que j'ai plein de machines à gérer. Donc, j'évolue avec les autres. Mais celle-ci, je vais utiliser ça pour vous. Donc, ça, je ne vais pas passer tout mon temps dessus. Donc, dès que c'est fini là, je fais autre chose. Je reviendrai encore sur ça pour poursuivre et vous donner beaucoup d'enseignements sur cette carte, les amis. Donc, voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.